Monsieur le député maire, président de la CODA, mesdames, messieurs, chers étudiants, chers collègues. Monsieur le professeur Reeves, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons à l'Université du Havre. C'est un immense cadeau que vous faites à notre université à l'occasion de ses 30 ans, puisque ça fait 30 ans que notre université a été créée. Votre venue n'est pas totalement étrangère au lien que notre université a dans le cadre de l'événement LH Forum voulu par la ville. Notre université est engagée depuis l'origine dans cet événement. Vous avez bien voulu tenir une conférence au sein de notre université et à nouveau, je vous en remercie. Monsieur le professeur Hubert Reeves, astrophysicien de renom, vous êtes un de ces scientifiques qui fait en sorte que la diffusion du savoir soit accessible au plus grand nombre, que ce soit à travers vos écrits, vos émissions radiophoniques ou télévisées. Vous permettez à tous ceux qui le souhaitent de mieux comprendre ce qui parfois peut paraître inaccessible. Vous êtes un acteur précieux et engagé dans les problématiques de l'influence de la vie sur Terre, sur l'avenir de notre planète. J'ai retenu au travers de votre dernier ouvrage que l'influence de l'activité de l'homme sur la vie de notre planète est un phénomène qui débute il y a très très longtemps. Ce n'est donc pas nouveau, mais ce qui est nouveau, entre guillemets, c'est l'augmentation vertigineuse de cette influence. Nous avons la chance ce soir de pouvoir vous écouter, je ne serai donc pas plus long. Et avant de vous demander de bien vouloir nous éclairer à propos de l'avenir de la vie sur Terre, je vais passer la parole à Monsieur le député maire. Merci de votre attention. Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, Mesdames et Messieurs, vous êtes venus pour écouter Hubert Reeves. Je serai donc bref. Merci, bienvenue. Est-ce que vous entendez bien? Jusqu'à l'arrière? Non? Est-ce qu'on peut augmenter le micro? Un, deux, trois, nous irons au bois. Est-ce que vous entendez? Alors, excusez-moi, pour changer les diapositives. Je clique, ça change. D'accord. Et puis pour la voix, j'aimerais bien savoir, parce qu'un jour comme ça, j'ai fait une conférence et à la fin, j'ai demandé est-ce qu'il y a des questions? Et les gens m'ont dit, ben, on n'entendait rien. Alors, inutile de vous dire que si on n'entendait rien, moi je ne le sais pas. Donc je me fie à vous, je vous fais confiance. Vous levez les deux mains, vous dites on n'entend rien, autrement on perd son temps, c'est idiot. Donc je vous fais confiance. Est-ce qu'à l'arrière vous entendez bien? Levez la main, c'est bon? Bon, très bien, on y va. Bon, écoutez, je suis ravi d'être ici, je vous remercie de cette invitation. Et je voudrais parler en particulier de cette question. Souvent les gens me demandent, moi je suis astrophysicien comme je vous ai dit, et maintenant je m'intéresse beaucoup dans l'environnement. Les gens me demandent, mais quel rapport y a-t-il entre l'astronomie et l'écologie? Eh bien, à force de réflexion sur ce sujet, je suis venu à cette idée. L'astronomie, les sciences, pas seulement l'astronomie, la biologie, nous racontent une histoire. Et quelle est cette histoire? C'est la nôtre. C'est comment nous sommes ici aujourd'hui avec notre cerveau, avec notre capacité de comprendre. Je ne demande pas faire de flash. Notre capacité de comprendre, c'est une histoire de l'univers. L'histoire de l'univers, on peut la résumer, la voir sur un certain point de vue, c'est comment nous en sommes arrivés à exister. Tout ce que les connaissances scientifiques nous apprennent aujourd'hui sur le rôle des étoiles qui ont créé les atomes, de la formation des molécules, la biologie, tout ce qui fait que nous avons un cerveau qui est fait d'atomes,
et notre relation à l'univers, maintenant, c'est ce que la science nous raconte, c'est précisément tous ces antécédents de notre existence, tout ce qu'il a fallu qu'il se passe dans l'univers pour que nous soyons tels que nous sommes, que nous soyons ici présents. Donc, l'astronomie, les sciences, ça raconte l'histoire, notre histoire. C'est notre autobiographie. On peut voir les chapitres de la physique, de la chimie, de la biologie, de la planétologie, de la géologie, tout ça, comme des chapitres nous racontant ce que cela a pris dans le passé de l'univers pour, on se regarde chacun évidemment, pour que nous soyons là, pour que nous existions, pour que nous soyons bien dans notre peau, capables de venir à des conférences d'astronomie. C'est ça que raconte l'astronomie, c'est le passé. C'est comment nous en sommes venus à être ici. Dans ce rapport, qu'est-ce que nous raconte l'écologie? C'est comment y rester dans des conditions convenables. L'écologie, elle est tournée vers le futur. Nous savons toutes les menaces qui s'accumulent depuis quelques décennies et plus sur la vie sur la Terre, sur la biosphère, sur l'humanité. Nous prenons conscience de cela et un des buts de ce congrès, justement, de cette rencontre LH, c'est de nous mettre au courant de ce qui se passe et d'essayer d'empêcher que cette histoire qui a bien commencé se termine mal. Voilà, on peut dire. Donc, l'astronomie, c'est le passé, comment nous en sommes venus à être ici. L'écologie, c'est comment y rester dans des conditions convenables, comment ne pas être soit exterminé ou en tout cas mis dans des positions très graves, très malheureuses, très invivables, ce que nous racontent également les informations sur ce qu'on tous les jours à la radio, dans les journaux, à la télévision, toutes les catastrophes, les pollutions et tout ça. Vous voyez, je pense que j'aime bien faire cette synthèse. L'astronomie, c'est le passé, et l'écologie, c'est le futur. Alors, je voudrais vous présenter un certain nombre de développements qui sont critiques dans cette histoire. Ce que vous voyez là, c'est un vers du poète allemand Hölderlin qui vivait au XIXe siècle et qui écrivait cette phrase qui me permet bien de résumer la situation. Là où croit le péril, il faut être réaliste, nous sommes en péril. Maintenant, c'est clair. Mais là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Il faut savoir qu'il y a des choses qui se développent. Vous êtes au Havre aujourd'hui dans un événement important, justement, de réaction à ce péril, de réaction pour arriver à s'en sortir. Et c'est, je pense, pour moi, une bonne présentation des deux éléments cruciaux que nous vivons aujourd'hui. Alors, attendez, là, il faudrait mettre le PowerPoint à 0. Il n'est pas à 0, il faudrait mettre au début, ça c'est en plein milieu. Il faut reculer un bon nombre de fois. Vous voyez le message à l'antenne. Désolé, ça enlève le suspense. Voilà, ça c'est le début. Voilà. Donc, pour essayer de regrouper toutes ces réflexions, quand on est confronté à des messages contradictoires, on essaie de faire des synthèses dans notre tête pour les intégrer dans une pensée à partir de laquelle on peut faire quelque chose. Alors, ce que je veux vous raconter, c'est cela. Le monde raconté en deux histoires. Il y a la belle histoire et il y a la moins belle histoire. Pour regarder les deux, il faut être réaliste. C'est pas très commode. Bon, aujourd'hui, d'aller me mettre là-bas, oui, je pense que c'est pas très commode de parler avec une tête en arrière et une tête en devant. Voilà, ça c'est beaucoup mieux.
Alors, d'abord, je vous raconte la belle histoire. Elle commence il y a 14 milliards d'années. C'est aujourd'hui l'âge de l'univers, tel qu'il est estimé par les meilleurs scientifiques. En 1925 environ, il s'est passé un événement très important qui dépasse le cadre de la science elle-même et qui va influencer toute la pensée humaine. C'est un phénomène assez fréquent en science. On a l'exemple de Galilée qui a montré que la Terre n'est pas le centre du monde. Eh bien, ce monsieur qui s'appelle Hubble, qui a, vous voyez, un beau télescope, c'est le moment où on commence à avoir vraiment des télescopes importants aux États-Unis. Ce monsieur nous fait découvrir l'immensité du cosmos. D'abord, il étudie les galaxies. Si vous n'êtes pas familier, voilà une galaxie, c'est un ensemble d'environ 100 milliards d'étoiles comme le Soleil. Et notre univers est fait de galaxies. C'est un peu comme les briques élémentaires de l'univers. Et grâce à Hubble et à ses collègues, on découvre que l'univers est très grand, est extraordinairement grand. On est sorti de l'idée que la Terre est le centre du monde grâce à Galilée, mais grâce à lui et à ses collègues, on découvre que l'univers est gigantesque. Des galaxies comme celle que vous voyez là, il y en a au moins 100 milliards aussi. 100 milliards et peut-être un nombre infini, on ne sait pas. Mais là, je vais vous montrer un document important. De quoi ça a l'air l'univers? De quoi ça a l'air l'univers vu dans ses plus grandes dimensions? Eh bien, voilà une image de l'univers vu dans ses plus grandes dimensions. C'est ceci. Dans cette image, chaque petit point est une galaxie, comme vous avez vu tout à l'heure. Ça vous donne une idée de la dimension absolument époustouflante de notre univers. C'est la grande découverte du début du XXe siècle. Mais Hubble a fait une autre découverte qui est probablement plus importante encore et que je vais vous décrire maintenant. Hubble, avec son télescope, peut mesurer les distances des galaxies, il peut aussi mesurer leur vitesse. C'est-à-dire qu'il peut savoir si elles s'approchent de nous ou s'éloignent de nous et à quelle vitesse. C'est la même chose que les flics sur l'autoroute quand ils vous collent une contravention parce que vous allez trop vite. C'est toujours le principe du radar. Eh bien, avec ça, M. Hubble fait cette découverte fantastique qui est la suivante. C'est que ces galaxies ne sont pas immobiles dans le ciel. Elles sont toutes en mouvement. Et elles ont un mouvement très particulier. Alors qu'on pensait qu'il y en a qui s'approchaient, puis d'autres qui s'éloignaient, c'était un petit peu aléatoire, comme ça, c'est pas du tout comme ça. Vous allez voir comment c'est. Là, au centre, j'ai mis l'œil de Hubble. Chaque petit point est une galaxie. Chaque flèche est le mouvement de la galaxie. Petite flèche, vitesse faible. Grande flèche, vitesse plus grande. C'est toutes les galaxies s'éloignent de nous. N'en concluez pas que nous sommes le centre du monde. Tous les observateurs sur chacune des galaxies verraient la même chose. Toutes les galaxies s'éloignent de nous et s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. C'est ce qu'on va appeler l'univers en expansion. Notre univers est en expansion. Ça, c'est la donnée fondamentale que nous a apporté Hubble, qui a été confirmée maintenant au-delà de tout doute raisonnable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le passé, les galaxies étaient plus proches, forcément, et dans l'avenir, elles seront plus loin. Ça veut dire qu'il se passe des choses dans l'univers, qu'il y a une expansion de l'univers, contrairement à ce que Hubble nous avait enseigné, Aristote enseignait depuis 2000 ans. Aristote enseignait que l'univers est statique, il est stable, il a toujours existé, il existera toujours. Hubble montre que cela c'est faux. L'univers n'est pas stable, n'est pas statique, il est en expansion et il a une histoire. Parce que quand il y a du changement, il y a de l'histoire. Quand il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'histoire, c'est toujours pareil. Et arrive à partir de là cette notion, ce programme qui va occuper maintenant un grand nombre des astronomes et des physiciens. Si l'univers a une histoire,
les scientifiques deviennent des historiens. Ils utilisent les techniques habituelles des historiens pour essayer de reconstituer le passé de l'univers, et ça va être la très grande tâche qui va suivre de cette période. Il faut reconstituer l'histoire du cosmos. On a changé de chapeau, on est devenu des historiens, et on va découvrir qu'on va encore changer de chapeau, parce qu'on va découvrir que l'histoire que nous reconstituons, c'est notre histoire. Et comment on appelle quelqu'un qui reconstitue son histoire? On appelle un autobiographe. Et nous écrivons, la science écrit notre autobiographie. Elle nous apprend ce qui s'est passé dans l'univers pour que nous soyons comme nous soyons ici aujourd'hui. Et tous les chapitres de la science vont être des chapitres de cette histoire. La physique, la chimie, la géologie, la planétologie, maintenant, elle raconte une histoire qui est comment nous en sommes arrivés à être ici aujourd'hui. Reconstituer l'histoire du cosmos. Alors, on le fait avec nous avons deux armes, deux puissances, deux moyens extrêmement puissants de raconter l'histoire du cosmos. C'est d'abord l'astronomie, bien sûr, d'observer des galaxies avec des instruments toujours plus sophistiqués, avec des satellites qui portent des télescopes qui vont en orbite. Par l'astronomie, on peut raconter l'histoire du cosmos, mais aussi par la physique. La physique nous raconte quelles sont les lois qui gouvernent le comportement de la matière, et le comportement de la matière pendant cette histoire, il est donné par les découvertes que nous faisons en physique, en particulier au CERN à Genève, où il y a ce grand accélérateur qui fait 27 km de diamètre et qui a découvert le boson de Higgs récemment, qui est une pièce importante. Et je voulais vous montrer les détecteurs qui sont au CERN. En bas, vous voyez probablement un homme. Ça vous donne une idée de l'échelle, de dimension de ce phénomène. Alors, cette échelle, cette poursuite de l'histoire de l'univers a eu un autre moment très important en 1965. Vous voyez, c'est pas loin, beaucoup d'entre nous étaient déjà présents sur la Terre en 1965. C'est qu'on a détecté pour la première fois, on a reçu par la radioastronomie une image de ce qu'était l'univers très près de son origine, il y a 13,8 milliards, c'est le nom qui est donné. On a détecté ce qu'on a appelé le rayonnement fossile. Le rayonnement fossile, qu'est-ce que c'est? C'est la plus vieille image du cosmos. C'est une image en direct, c'est du direct, c'est pas une image de synthèse ou autre, de ce qu'aurait vu quelqu'un qui aurait existé, pas au Big Bang lui-même, mais quelques centaines de milliers d'années après, mais 400 000 ans, mais c'est rien par rapport à 13 milliards d'années. Vous voyez qu'on était très très près du début du cosmos. Et c'est une image que je vais vous montrer. C'est une image, encore une fois, qu'aurait vu quelqu'un qui aurait été là, qui avait regardé le ciel. Alors c'est une image qui est en fausse couleur, en radioastronomie il n'y a pas de couleur. C'est une image qui est un document fantastique à partir duquel on a extrait des informations justement sur cette histoire, ce qui nous a confirmé effectivement cette idée que l'univers n'a pas toujours existé, qu'il a un début, et qui nous donne des renseignements très importants dans notre reconstitution, dans d'où nous venons. Alors, la plus vieille image du cosmos, encore une fois, elle est en fausse couleur. Voilà les personnes qui l'ont détectée en 1965. Pas du tout parce qu'ils cherchaient le début de l'univers, c'est parce qu'ils cherchaient à regarder le contact avec les satellites qu'on envoyait à cette période. On les perdait. Donc, ils se sont mis à chercher dans une longueur d'onde qui se trouvait par hasard être tout juste celle qu'il fallait. Donc, c'est vraiment là un grand cadeau de la nature que ces gens aient cherché dans cette longueur d'onde. Et voilà ce qu'ils ont observé. Voilà une image du ciel tel qu'il était 400 000 ans, 380 000 en fait, après le début du cosmos. Les couleurs sont des fausses couleurs, mais ce qui est réel, c'est les dégradés. Cet ensemble de points avec plus ou moins rouge, plus ou
ou moins bleu, quand c'est plus chaud, c'est un peu la distribution des couleurs dans l'univers à cette époque. Et alors, c'est de cela aujourd'hui qu'on tire les meilleurs enseignements que nous avons sur les débuts de l'univers. C'est à partir de là que s'est bâti ce qu'on appelle le modèle du Big Bang, qui est le modèle généralement admis par la quasi-totalité des astrophysiciens, et qui est celui qui explique le mieux, avec le plus de concordance avec ce que nous connaissons par ailleurs, le scénario, on peut dire le scénario du début de l'univers. Donc voilà, c'est un autre document qui est important d'avoir vu, même si je n'ai pas le temps de l'expliquer exactement. Mais je vais vous dire, en tout cas, ce qu'on en a tiré. Alors, pour vous présenter ce qu'on en a tiré, je vais d'abord vous parler de l'univers contemporain. Un élément important de l'univers contemporain, c'est qu'il y a une très grande diversité de structures, de systèmes d'organisation. À partir des très grandes structures que sont les galaxies, que vous avez vues tout à l'heure, dans une échelle descendante sur le plan des dimensions, on trouve des étoiles, il y en a beaucoup avec des couleurs variées, avec des masses variées. Si on diminue encore l'échelle, on arrive aux planètes, on arrive aux comètes, on arrive aux satellites, tout cela, ce sont des structures organisées, faites de matière. Si on continue, on arrive à l'admirable variété de la vie sur la Terre, de l'ordre de 10 millions d'espèces vivantes différentes, que ce soit les plantes ou les animaux. Et on continue, on arrive aux virus, aux microbes, tout ce qui nous embête par moment. Si on continue encore dans une échelle descendante, on arrive aux molécules géantes, que sont l'ADN par exemple, ou différentes molécules de la chimie organique. Et puis on continue, on arrive aux molécules simples, l'eau, le gaz carbonique, le méthane, l'ammoniac. Et encore, au niveau des atomes. Les atomes, l'hydrogène, l'hélium, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fer, l'argent, l'uranium, il y en a 100, je ne vais pas tous les nommer, la table de Mendeleïev au cours de chimie. Et ces atomes eux-mêmes sont constitués d'un noyau d'électrons, et ce noyau est composé de protons et de neutrons. Et ces protons et ces neutrons sont eux-mêmes composés de quarks et d'électrons. Donc nous vivons dans un univers qui est très richement structuré. Il y a de la structure à tous les étages. Eh bien, ça n'était pas le cas dans le Big Bang. La différence entre l'univers d'aujourd'hui et l'univers de 14 milliards d'années, c'est ça. L'univers le plus ancien est sans structure. Il est désorganisé, pas organisé, pas désorganisé, mais pas organisé. Et il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planète, il n'y a pas de vie, bien sûr, il n'y a pas de molécules, il n'y a même pas d'atomes, il n'y a même pas de protons et de neutrons. C'est un magma indifférencié composé, en dernière analyse, de quarks et d'électrons. C'est ça l'histoire de l'univers. L'histoire de l'univers, c'est comment on est passé de cet univers complètement désorganisé en cet univers très richement organisé avec des structures d'une complexité fantastique et une des plus complexes qui existent sur la Terre, en tout cas, c'est le cerveau humain. C'est le passage de ces particules élémentaires dissociées qui nageaient dans un plasma incandescent à aujourd'hui ce que nous voyons autour de nous, tous ces structures que nous voyons et que nous pouvons voir parce que nous avons un cerveau avec des yeux qui nous permettent de les voir. C'est ça l'histoire de l'univers, je dirais. L'histoire de l'univers, c'est comment on est passé de l'un à l'autre. Alors voilà ce que nous appelons maintenant la pyramide de la complexité. On commence avec des quarks, des électrons qui s'associent pour former des protons et des neutrons, des noyaux, des atomes, des molécules, des cellules, des organismes, un peu en analogie avec ce qui se passe dans l'écriture. L'écriture, j'aurais pu mettre de la même façon lettres,
mots, phrases, paragraphes, livres, chapitres, tout ça. Toute notre connaissance est bâtie aujourd'hui sur ce jeu de l'écriture dont l'élément fondamental, c'est ce que nous appelons une propriété émergente. Si je dis B, L, E, U, quand j'ai dit U, vous avez vu, vous avez une image dans votre tête, c'est l'image de bleu, la couleur bleue. Quand j'ai dit B, vous n'avez pas pensé à un quart ou un cinquième de bleu, ça n'a pas de sens. Ça n'est que l'association de ces éléments fondamentaux dans un ordre prévu, conventionnel, historique bien sûr, qui fait émerger un sens, le sens de bleu. Et si je rejoue le jeu et je dis maintenant le ciel est bleu. Vous voyez, j'ai recommencé la même chose, j'ai associé cette fois des mots pour en faire une phrase. Ça, vous avez appris ça à l'école. Et cela a, encore une fois, cette notion de propriété émergente. La propriété émergente est associée à l'ensemble des mots dans cet ordre. Eh bien, ce jeu que nous jouons, nous, sur la planète depuis à peu près 6000 ans, c'est quelque part dans la région malheureuse de l'Irak que ça a été découvert, cette façon d'écrire, de noter par ce jeu d'éléments fondamentaux qui sont les lettres, et de propriétés émergentes qu'on reprend à nouveau, on prend des lettres, on en fait des mots, on en fait des phrases, on en fait des paragraphes, etc. La nature, je veux dire souvent la nature, je ne sais pas qui c'est la nature. Vous mettez des guillemets, c'est comme on dit la nature. La nature le joue depuis 15 milliards d'années. Et c'est grâce à ce jeu qu'elle a été en mesure de nous produire, de nous engendrer. Nous avons un cerveau qui est précisément... Alors, pour vous donner une idée, en définitive, en dernière analyse, nous sommes composés de quarks et d'électrons, c'est le dernier. Le nombre de quarks et d'électrons qu'il y a dans notre corps humain, c'est un nombre gigantesque. Je vais vous dire, c'est 1 avec 29 zéros. 10 puissance 29. 10 puissance 29, c'est ce que vous touchez le matin dans votre vie. C'est ce que vous touchez avec vos mains. Eh bien, cela prend cette quantité. Alors là, je vais vous proposer un petit exercice. Vous allez fermer les yeux et vous allez dire « j'existe ». Simplement, vous allez prendre conscience du fait que vous existez, que vous êtes à une conférence d'astronomie, que vous êtes consciente du monde qui vous entoure. Pour arriver à cela, cela prend 1 avec 29 zéros, quarks et électrons, qui sont dans vos neurones de votre tête, quelques centaines de milliards de neurones que nous avons, tout ce qu'il y a dans le corps pour qu'on se sente bien, qu'on se digère bien, qu'on soit en mesure de venir à des conférences d'astronomie. Vous savez, on l'apprend quand on est malade. Quand ça marche, on ne s'en rend pas compte, mais quand on est malade, monsieur le docteur, ici, vous avez ça. Eh bien, voilà, en gros, en résumé, cette histoire, cette belle histoire. Cette belle histoire, ce que nous découvrons avec l'astronomie, avec la physique nucléaire, avec toutes les sciences, c'est tout ce que cela a pris de formation d'étoiles. Les étoiles sont celles qui forment les atomes, de l'apparition des planètes, par exemple sur la Terre, la planète Terre, il y a eu l'apparition de la vie sous des formes minuscules qui ont évolué, etc. C'est tout ce que cela prend pour que nous soyons ici présents, attentifs. Tout ça est résumé dans ce que je vous ai proposé. Quand vous fermez les yeux et que vous dites « j'existe », vous faites une des prouesses les plus extraordinaires qui a été faite sur la planète. Ce n'est pas de gagner des médailles d'or ou des médailles d'argent aux Jeux Olympiques, c'est bien au-delà de cela. Ça prend que 10 puissance 29 quarks et électrons jouent chacun un rôle précis pour vous assurer cette possibilité. Ça, c'est la belle histoire. La belle histoire, c'est comment nous en sommes venus à être ici, ce que nous découvrons dans les phénomènes comme les collisions de galaxies, les étoiles, les chocs de météorites, tout cela pour que nous soyons, que nous existons. Voilà, ça donc, première histoire, la belle histoire.
Mais maintenant, nous allons commencer une seconde histoire qui est la moins belle histoire. Et là, il faut être réaliste, il faut bien voir ce qui est. La moins belle histoire, elle commence il y a à peu près 7 millions d'années. Qu'est-ce qui se produit? Il se produit que quelque part en Afrique, un animal qui vraisemblablement qui est un chimpanzé en fait, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu arriver à un lion, ça aurait pu arriver à un dauphin ou à une baleine. Cet animal acquiert une forme supérieure d'intelligence. Personne ne sait, c'est un grand problème de la biologie contemporaine. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un animal, nos ancêtres, vous allez le voir ici, qu'est-ce qui s'est passé pour que cet animal, vous savez, c'est comme la Belle au bois dormant, il y a la fée qui vient déposer des cadeaux avec sa baguette et cet animal reçoit cette capacité formidable qui est capable de comprendre les lois de la physique, qui est capable de découvrir, d'écrire la musique de Mozart, qui est capable de faire des quantités de choses. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet animal reçoive cela? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais le fait est là. Il a reçu cela. Et cela va poser des problèmes. C'est bien des problèmes que nous allons voir maintenant. On va voir le rôle de l'intelligence, justement, dans la destinée humaine. Les premiers êtres humains sont très mal protégés pour vivre. Ils auraient pu disparaître. Ils n'ont pas de grandes dents, ils ne courent pas vite, ils n'ont pas de carapace comme les tortues, ils ne volent pas comme les oiseaux. Ils sont vraiment mal. C'est mal parti pour eux quand ils apparaissent sur la Terre. Mais grâce au fait qu'ils ont reçu un cadeau qui est l'intelligence et qu'ils vont s'en servir, ils vont arriver à survivre. Et c'est grâce à ça que nous sommes là. Si les êtres humains n'avaient pas survécu quand ils sont apparus il y a 7 millions d'années, on ne serait pas la personne. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va l'étudier au cours d'un phénomène, l'évolution des armes. Donc, les humains apparaissent en Afrique, ils sont faibles et mal armés pour se défendre, ils sont sauvés par leur intelligence. C'est l'intelligence qui a permis à nos petits ancêtres de ces périodes de survivre et de nous faire éventuellement. La séquence des armes. Alors, comment ça se passe? On va regarder ça un petit peu plus près. Évidemment, au début, c'est quand même assez préliminaire. Ils sont intelligents, mais ils ne sont pas encore utilisés toutes leurs capacités. Ils font des armes assez primitives. Et puis, avec le temps, ils apprennent, par exemple, la fronde, c'est pas mal pour manger, pour chasser. Puis ça va continuer. À partir de là, ils vont faire des arcs, des arbalètes, toujours plus efficaces. Ils vont faire des fusils. Quand ils vont découvrir la poudre, ils vont faire des fusils. Ils vont faire des canons. Ils vont faire des chars d'assaut. Ils vont faire des bombes atomiques. Ils vont faire exploser les bombes atomiques. Et puis, on va avoir ce genre de situation guerre atomique. Pas de guerre atomique, mais l'utilisation de la guerre atomique. Alors, vous voyez ce qui s'est passé. Cette intelligence qui, au départ, était toute positive, s'est transformée, évoluée en quelque chose qui est potentiellement très négatif. C'est-à-dire, je vous rappelle ce qui s'est passé il y a des années où beaucoup d'entre nous étaient déjà là, cette période qu'on a appelée la terreur nucléaire. Elle s'est passée de 1950 à 1990 à propos de la guerre froide. Dans cette période, si la guerre froide, et on sait maintenant avec les révélations du Kremlin, des archives du Kremlin, qu'on est venu très près d'avoir une guerre nucléaire. Une guerre nucléaire aurait pu nous faire disparaître de la Terre. Vous voyez, quand on pense que l'être humain, c'est le chef-d'œuvre de la création, c'est le but de l'évolution, il faut maintenant prendre conscience du fait que nous aurions pu disparaître entre 1950 et 1980 et que nous sommes passés très près. Vous voyez comment l'intelligence qui au début était toute positive est devenue progressivement menaçante, potentiellement menaçante, et qu'elle aurait pu nous faire disparaître et qu'on ne sait pas très bien comment s'en tirer pendant cette période et que cette période pourrait revenir aussi. Alors,
Maintenant, nous sommes sortis, disons, de cette période de guerre nucléaire. Il n'y a pas vraiment de scénario crédible d'une guerre nucléaire. Il y a encore l'Iran et la Corée et le Pakistan qui parlent de leur armement nucléaire, mais on n'est pas dans ce domaine dans lequel nous étions entre 1950 et 1980, mais comme dit la SNCF, un train peut en cacher un autre. Maintenant que la terreur nucléaire semble bien apaisée, il y a un autre danger qu'on a découvert progressivement et qui est relié au fait que notre influence est à l'échelle de la planète. Voilà une image de la Terre du ciel, merci. Voilà comment nous sommes partout, nous influençons ce qui se passe sur la Terre, nous sommes en mesure de réchauffer la planète, d'acidifier l'océan. Alors, regardez, près du Japon, vous vous souvenez de connaissance en géographie, il y a une tache verte. Ceux qui sont près, vous la voyez, je suppose, ceux qui sont proches. Est-ce que vous voyez la tache verte dans la mer du Japon? Qui est-ce qui peut dire qu'est-ce qui est vert dans la mer du Japon et qui est visible de 200 km? Est-ce que vous avez une idée? Une île de déchets. Non, parce que c'est très lumineux. Vous voyez, les déchets, c'est pas lumineux. Si on le voit, c'est que ça émet de la lumière verte. Non, est-ce que quelqu'un a dit? La radioactivité. Non, c'est pas radioactif. C'est un problème, hein? Je vais vous le dire. C'est des milliers de petits bateaux. C'est ce qui s'appelle la pêche au lamparo. La pêche au lamparo, c'est des pêches extrêmement efficaces qui permettent d'avoir une quantité de poissons faramineuse très rapidement, et tous les petits pêcheurs qui sont là avec leur lamparo pour attirer des poissons. Eh bien, résultat, aujourd'hui, nous pêchons 2 fois plus de poissons qu'ils ne s'en reproduisent naturellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train, avec des techniques de notre grande intelligence, nous sommes en train de vider l'océan de ces poissons. Et voyez comment cela nous menace. Comment ces grandes technologies, notre grande intelligence, de multiples façons, je ne parle pas simplement de la pollution et tout cela, mais d'une façon concrète, la destruction des terres, la stérilisation des terres un peu partout se passe très vite, et nous sommes là devant ce problème. Vous le voyez, on peut l'assigner, je dirais, à cet élément qui est l'intelligence, jusqu'ici, globalement, a été mise au service du profit. Regardez ce qui s'est passé au Japon à Fukushima. Comment il se fait qu'un des pays les plus intellectuellement présents, question de technologie, ingénieurs de la planète, un des pays les plus avancés de la planète, a décidé de mettre des réacteurs nucléaires dans un terrain les plus sismiques, les plus actifs. Nous savons, le Japon tremblement de terre continuellement. Comment ils ont décidé de mettre là et de le protéger avec un muret de 6 mètres de hauteur, alors que le tsunami qui avait eu lieu il y a 2 ou 3 ans en Indonésie avait fait une vague de plus de 20 mètres. Comment comprendre que cette décision a été prise? Bien, je pense que le résumé de la situation, c'est que le profit et la sécurité ne font pas bon ménage. Quand on veut faire du profit, on regarde du côté de la sécurité, on diminue la sécurité, on se dit, oh, ça arrive très rarement, c'est très rare, ça arrive très rarement, mais c'est arrivé. Il y a eu ce tsunami. Là, je pense que c'est le centre de cette réunion qui se passe aujourd'hui au Havre, qui est précisément d'arriver à ce que l'intelligence ne soit pas mise uniquement au service du profit, mais au contraire, pas au contraire, mais en parallèle à la survie de l'humanité, à amoindrir, diminuer les menaces et éviter des coups comme celui qui est arrivé à cette période.
C'est la crise écologique contemporaine, c'est ça qui pourrait maintenant nous éliminer ou sinon transformer, détériorer considérablement tout notre confort, toute notre vie. Et c'est ça, vous voyez, rappelez-vous la séquence des armes, on est arrivé à être, on est tellement intelligent, on est capable de faire des choses tellement fantastiques que nous nous menaçons nous-mêmes et nous devons apprendre à gérer cette intelligence pour qu'elle cesse de nous menacer. Vous voyez, un exemple, la déforestation au Brésil, le profit. Qu'est-ce qu'on fait? On détruit la forêt. La conférence de Bonn, qui a eu lieu en 2008, nous pourrions avoir éliminé la moitié des espèces vivantes avant la fin du siècle. C'est l'état de la situation, ce qu'on appelle l'érosion de la biodiversité. C'est pas tellement qu'on détruit, qu'on extermine les ours polaires et les tigres de Bengale, c'est bien dommage. Mais ce qui est plus dommage, c'est que nous exterminons les vers de terre qui assurent la fertilité du sol, les papillons, les abeilles et tout cela. Notre influence terrestre est absolument saccageuse, il faut bien le dire. Et si on veut faire un résumé, on peut dire nous menons, pas volontairement, mais c'est comme ça, nous menons une guerre contre la nature. Si nous gagnons, nous sommes perdus. Et comment on mène une guerre contre la nature? Vous le voyez, on répand les pesticides qui détruisent les vers de terre, qui détruisent les insectes et tout ça. L'effondrement de l'économie mondiale qui a eu lieu en 2008, vous vous souvenez, c'était pas loin, menace l'humanité entière. On le voit bien, en particulier les pays pauvres. C'est, encore une fois, le cadre de ce congrès qu'organise M. Attali, je crois que ici. C'est vraiment urgent d'avoir une réflexion et de changer notre comportement, c'est-à-dire de travailler à gérer notre intelligence. Alors, je vous prends un exemple. Les tortues. Les tortues, pour nous, ce n'est pas des animaux très intelligents. On ne considère pas qu'ils sont dans le palmarès d'intelligence, qu'ils sont très hauts. Les tortues existent depuis 300 millions d'années. Ils ont traversé énormément de crises géologiques et climatiques sur la planète. Ils ont réussi à traverser ces crises. Pourquoi? Parce que les tortues ont atteint un équilibre dans leur rapport avec la nature. Elles vivent en harmonie avec la nature. Elles prennent et elles donnent. Les tortues ne menacent pas la planète, ne menacent pas la biosphère. Nous, qui avons 7 millions d'années, nous sommes déjà dans le collimateur. Alors, ça pose une question. Est-ce que c'était une bonne idée de nous donner l'intelligence? Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux valu vivre comme les tortues? L'intelligence était un cadeau empoisonné. S'il y avait eu cette guerre nucléaire, si des extraterrestres, des petits envers étaient débarqués sur la Terre, qu'il avait vu l'élimination de l'espèce humaine et les ruines radioactives, il se serait dit, eh bien, pour ces malheureux, l'intelligence était un cadeau empoisonné. Aujourd'hui, rien n'est prouvé, c'est à nous de prouver, c'est à l'humanité de prouver que l'intelligence n'est pas un cadeau empoisonné, qu'on peut survivre tout en étant intelligent, comme les tortues le font en étant beaucoup moins intelligents, c'est-à-dire que l'intelligence n'est pas quelque chose qui pourrait nous exterminer. Je pense que ça, en résumé, c'est ce qu'on peut voir comme étant une analyse de cette histoire, cette combinaison de cette belle histoire qui nous a produit, qui a produit notre intelligence, et cette moins belle histoire qui dure depuis beaucoup moins de temps, qui nous a mis dans cette situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors, on peut prendre des leçons du passé. Nous connaissons beaucoup de choses sur l'histoire de la vie sur la Terre, et nous apprenons en particulier que la clé des espèces qui perdurent sont celles qui savent s'adapter aux variations du climat, au volcanisme, météorites. Puis là, l'exemple des tortues, c'est un exemple d'une espèce animale qui a réussi à s'adapter, à surpasser tous ces dangers. Qu'est-ce qu'on peut dire du futur? La vie va continuer sur la Terre. Nous sommes peut-être très nocifs, mais nous ne sommes pas en mesure d'éliminer
la vie sur la Terre, les bactéries, les virus, énormément de la biosphère vont continuer après nous. Mais les humains pourraient disparaître. Ça, c'est important de s'enfoncer ça dans le cerveau, parce que c'est une réalité que l'on découvre maintenant et qui doit influencer notre comportement. Nous sommes fragiles et périssables. Et si nous ne réagissons pas, nous disparaîtrons. On pourrait dire, est-ce que c'est vraiment un grand drame? On sait qu'il y a eu des millions d'espèces qui ont vécu sur la Terre. Un bon nombre, il y en a qui sont apparus, et puis il y en a qui sont disparus, celles qui ne savent pas s'adapter, c'est un vieux phénomène. Une de plus, une de moins, si on est un peu cynique, on peut dire une de plus, une de moins, est-ce que ça fait une différence? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on peut défendre la survie de l'humanité à partir du fait que les humains n'ont pas fait que des bêtises. Ils en ont fait beaucoup, mais ils ont fait des choses qu'aucune autre espèce vivante n'a fait et qui disparaîtraient inexorablement si nous devions disparaître. Et je vais citer 3 éléments qui me paraissent importants. D'abord, il y a l'art, la culture. Mozart, Beethoven, Van Gogh. Tous ces tableaux, vous imaginez bien que les termites ne les épargneraient pas si nous devions disparaître. Si nous disparaissions, tout cela sera disparu et toute la valeur que nous accordions à l'art. Donc, première chose, l'art. Deuxième chose, la science. Le fait que nous sommes la seule espèce qui a été en mesure de comprendre les lois de la physique atomique, la physique quantique, la relativité, tout ça. Nous sommes la seule espèce qui fait des télescopes assez puissants pour aller voir jusqu'au bout de la planète. Et ça, c'est le deuxième élément. Alors, le troisième élément, je pense que c'est celui qui est le plus important. Je ne sais pas si je dépasse l'heure, est-ce que ça va, ou si je devrais terminer. Ça va? Bon, d'accord. Le troisième élément, le voici. Voilà un nid d'oiseaux, et dans ce nid d'oiseaux, il y a 4 oisillons. 2 de ces oisillons sont malades. 2 sont en bonne santé. Les parents oiseaux nourrissent les oisillons en santé et laissent mourir les oisillons malades. Ça, c'est une expérience générale. Pourquoi? Parce que c'est ce que les biologistes appellent la logistique des gènes. Ça veut dire des oisillons malades ont vraisemblablement des gènes malades. Ce n'est pas la peine de les laisser survivre, puisque pour l'avenir de la lignée, il vaut mieux nourrir les oisillons en santé. C'est ce qui se passe chez les oiseaux, chez les loups, chez beaucoup d'espèces animales comme ceci. Deuxième élément de la fable, voilà une famille humaine. Il y a un enfant malade et un enfant en santé. Les humains, les parents nourrissent l'enfant malade et en prennent soin vraisemblablement plus que de l'enfant en santé. Qu'est-ce qui fait la différence entre le comportement des oiseaux et celui des humains? C'est que dans l'évolution, au cours de l'évolution, est apparu chez les êtres humains un élément très important que nous appelons l'empathie, que nous appelons la compassion. C'est le fait que les êtres humains souffrent de voir les autres souffrir. Et à partir de là, on a construit les hôpitaux, la Croix-Rouge, Amnesty International. C'est une propriété qui existe chez les humains. On en voit quelques exemples chez les animaux très évolués, chez les singes, on cite des exemples assez frappants, mais pas au point de faire la Croix-Rouge. Il n'y a pas la Croix-Rouge chez les lions. Les lions mangent les gazelles malades, tout simplement. Vous voyez la différence importante, cet élément qui a été introduit dans l'évolution est un élément qui, avec l'art et la science, sont des éléments qui justifient qu'on ne laisse pas disparaître les humains comme ceci, bien sûr, ils disparaîtraient, mais je pense que ça justifie toute notre implication dans la survie de l'humanité. Voilà, je vais vous laisser sur ça. Merci.
Nous arrivons maintenant à la phase tant attendue de certains d'entre vous. Donc, dans la mesure du possible, on va vous passer le micro si vous avez des questions ou des réactions. D'abord, je voudrais dire... Quelqu'un, on m'entend? Je voudrais vous dire un immense merci, c'était merveilleux. Moi, il y a une chose à laquelle j'ai pensé à ce que vous venez de dire là. Je pense que ce qui est différent entre les humains et les autres espèces, c'est l'imagination. Je crois que c'est l'imagination que l'homme possède, que les animaux n'ont pas. Et c'est ça qui a fait aussi que la science a progressé, parce qu'on s'est interrogé, on s'est posé des questions. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a cette compassion, cette sympathie, cette empathie dont vous parliez, parce qu'on peut imaginer aussi, se projeter ce qui risque d'arriver. D'abord, je voudrais savoir où est-ce que vous êtes. Je vais vous proposer de vous lever quand même, parce que j'aime bien voir les personnes. Moi, je peux m'approcher même. Non, ça va. Merci, je crois que c'est important de faire des commentaires comme cela. Tous vos commentaires sont bienvenus. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, c'est assez intéressant d'avoir un forum, d'avoir quelque chose. Merci, madame. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Une autre intervention. Alors, merci, cher professeur. où est-ce que vous êtes? Tout petit, c'est pour que la recherche avance. D'accord. Ah, merci. Oui. Oui, merci pour cette présentation qui, en très peu de temps, nous plonge au cœur de la question fondamentale de notre être là. Puisque vous voulez toujours savoir où se trouve la personne avec qui vous échangez. Il se trouve que si nous avons la compassion, nous avons aussi l'incapacité d'être tout seul heureux. Si on se levait un matin et on trouvait que tout le monde était mort et qu'il n'y avait que nous sur Terre, paradoxalement l'équation économique qui dit que plus il y en a pour partager, moins il y en a pour chacun, va se trouver limité par le fait que celui qui est tout seul et a tout n'a plus rien. C'est le pire des pauvres et il se suiciderait sans temps. Alors la question que je veux vous poser, puisque vous avez fini par une remarque sur la compassion, qui serait, avec l'intelligence, l'atout majeur de l'être humain pour sa survie, malgré sa faiblesse face aux autres éléments du contexte dans lequel il vit. Est-ce que cette compassion qui est pour lui, grâce à l'intelligence, et qui n'est pas la chose du monde la mieux partagée au niveau de la décision, elle est au niveau des sentiments, au niveau des décisions. Est-ce que vous pouvez envisager quelque part qu'il y ait un test qui permettrait de sensibiliser l'homme à la fois à la multitude des galaxies, à leur mouvement, mais aussi au mouvement de sa propre conscience. La formule de la bombe atomique est connue, la relativité à sa loi. Maintenant, la relation humaine, peut-on trouver son équation? Ah oui, on me pose une question. Bon, moi, je vous dirais, c'est pas une, c'est 1 million d'équations. Donc, en pratique, ça sert à rien. Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé longtemps en psychologie, par exemple, au 19e siècle. Le 19e siècle, quand la psychologie s'est développée, elle s'est développée sous le modèle de Newton, c'est-à-dire de la mécanique céleste dans laquelle les choses sont simples et claires. Il y a une loi qui décrit tous les mouvements. Et il y a eu comme ce rêve de la part des psychologues et autres personnes qui s'occupent de ça, d'arriver à pouvoir, en un mot, exprimer, comme la loi de Newton, le comportement humain.
Tout ce que nous savons maintenant, ce qui s'est prouvé, c'est que c'est une perte de temps, ça ne marche pas. La réalité humaine est beaucoup, beaucoup plus compliquée que la physique atomique ou que l'astronomie. Nous avons la chance dans nos domaines d'avoir des domaines des lois qui sont simples. Les rapports humains sont totalement différents. Les rapports de la physique, c'est qu'il y a une cause et un effet. Et l'effet se produit indépendamment du fait qu'on le connaisse ou non. Par exemple, si je vous dis que dans tel jour il va y avoir une éclipse, eh bien, le fait que je dise ça ou qu'on sache ça ne changera rien. L'éclipse aura lieu. L'éclipse, elle est automatique, elle va avoir lieu. Mais si je vous dis demain il va y avoir un grand crash boursier, vous voyez ce qui va se produire. Il va y avoir une réaction qui fera peut-être qu'il n'y en aura pas. C'est justement l'effet que les causes ne sont pas séparées de leur effet. L'énoncé d'une cause influence ce qui va se produire. C'est ça qui cause tout le problème. C'est une des raisons de la complexité de l'esprit humain. Mais en résumé, maintenant, la plupart des gens, que ce soit la psychanalyse, la psychologie, ont depuis longtemps renoncé à l'idée qu'un jour on écrira au tableau l'équation humaine qui permet de prévoir comment vous allez réagir. Bon, c'est pas mon domaine, mais ça me paraît être une différence importante, la réalité humaine et d'un autre ordre de complexité que la réalité physique. Une autre intervention tout là-haut. Bonsoir. Innocent Tabadou, je suis professeur de physique. J'ai une question relative à la vie dans l'univers, en dehors de la Terre. Est-ce qu'il y a des chances de trouver la vie dans l'espace? La vie intelligente? Oui. Alors, d'abord, une première question, c'est est-ce que nous avons des preuves qu'il y a de la vie ailleurs? Réponse non. Sur le plan de la physique, de l'astronomie, de l'observation, il est possible que nous soyons la seule planète habitée et il est possible qu'il y en a des millions. Il n'y a aucune évidence, ni dans un sens, ni dans l'autre. Moi, je crois qu'il y en a beaucoup, mais c'est une opinion, ce n'est pas du tout fondé sur les preuves scientifiques. Alors, votre question, ce n'est pas tout à fait ça. Vous avez parlé de probabilité. Est-ce que la vie extérieure est probable? Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire des probabilités autour de la vie. C'est-à-dire que pour connaître la probabilité de quelque chose, il faut savoir comment ça se passe. Si vous ne savez pas comment ça se passe, vous ne pouvez pas calculer une probabilité. Je prends un dé, par exemple. Un dé, normalement, il a 6 faces. Je peux dire la probabilité d'avoir 1, par exemple, c'est 1/6. Si je lance une pièce de monnaie, il y a 2 faces, alors je sais que pour avoir pile, c'est 50%. Mais si je vous dis que j'ai un dé qui est un dé un peu particulier, il n'a pas 6 faces, il en a beaucoup plus. Il est taillé comme un diamant. Si je ne vous dis pas combien il a de faces, vous êtes incapable de dire quelle est la probabilité qu'il tombe. Le cas de la vie, c'est que nous ne savons pas, nous sommes dans l'ignorance totale de comment ça s'est produit sur la Terre. Nous savons que quand la Terre est née, il y a 4,5 milliards d'années, c'était une boule de lave incandescente à 1000 degrés ou plus. Donc il n'y avait certainement pas de vie. Elle était tout à fait stérile. Nous savons aussi que quelques centaines de millions d'années plus tard, la Terre s'était refroidie, l'eau qui était en forme de vapeur s'était condensée, il y avait des nappes d'eau un peu partout sur la Terre, et ces nappes d'eau grouillaient de petits organismes qui ressemblent à du plancton. Comment les atomes, la matière inerte qui formait la Terre au début, a pu donner naissance à des structures organisées, que sont les êtres vivants, il n'y a aucune connaissance présente. Nous n'en savons rien. Encore un élément important. Souvent, quand vous entendez parler des scientifiques, ils vous disent ce qu'ils savent. Et donc, vous avez l'impression qu'ils savent tout. Mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas la moindre idée.
Je vous en ai cité une, c'est comment le singe tout d'un coup s'est mis à avoir une intelligence. Et je vous en cite une autre là, c'est comment ces atomes inertes qui vivaient dans l'océan se sont associés pour former une structure qui est capable de se reproduire, qui est capable d'avoir tous les éléments que nous connaissons, qu'on associe à la vie. Donc, aussi longtemps qu'on ne peut pas, qu'on ne comprend pas comment ça s'est passé, nous sommes incapables de calculer la probabilité que ça se passe. Ce qui veut dire qu'on ne peut rien dire en réponse à votre question. C'est possible, c'est tout ce qu'on peut dire. On peut même dire que c'est plausible, si on ne veut pas trop insister sur le sens du mot plausible, mais si on veut dire que c'est probable, on ne peut pas, parce qu'on ne sait pas calculer la probabilité. Merci. Encore une intervention. Trois alors. Ah, tiens. Je suis là. Merci beaucoup, c'était absolument captivant. Et j'avais une question par rapport aux débouchés politiques que votre diagnostic pourrait prendre. Parce que malheureusement, on voit bien que dans les pays développés, ce qui est le plus mis en avant, c'est le développement à outrance du profit. On est encore dans une perspective capitaliste qui est rarement remise en question. Le financement de la recherche scientifique, des humanités, n'est pas au rendez-vous de ce qu'il devrait être. Donc que faire sur le plan politique pour que les choses changent véritablement et que les hommes prennent conscience qu'effectivement nous sommes périssables? Oui, je dirais que ce qui se passe au Havre ces jours-ci, c'est justement un effort dans ce sens. Cette économie positive, c'est-à-dire qui peut penser à long terme, c'est un effort très important. Le problème de la démocratie, nous sommes tous démocrates, et un des problèmes de la démocratie, c'est qu'elle est incapable de penser à long terme. Elle ne peut pas penser au-delà des prochaines élections. Vous savez, il y a un dialogue qui est célèbre entre Clinton, qui était président des États-Unis, et Al Gore, qui était son ministre de l'écologie. Alors Clinton demande à Al Gore, monsieur le ministre, combien ça coûterait pour sauver la planète, pour sauver l'humanité? Et Al Gore lui répond, le minimum requis pour sauver la planète est bien supérieur au maximum que vous pouvez mettre pour ne pas perdre les prochaines élections. C'est ça. C'est qu'il faudrait prendre des mesures très impopulaires. Et quel est l'homme politique qui veut faire prendre des mesures impopulaires? Il est sûr qu'il va être battu aux prochaines élections. Les élections, nous avons 5 ou 6 ans, 5 ans, avant on avait 7 ans, eh bien, il faudrait parler au moins à l'échelle de 50 ans ou 100 ans. Et quel est le gouvernement qui va se décider à mettre une nouvelle taxe? Les taxes, c'est comme une patate chaude pour les dirigeants, les politiques. Ils refusent surtout d'y toucher, pas de taxes, parce qu'on sait bien que les taxes, c'est impopulaire, les personnes n'aiment payer ces taxes, mais il faut savoir que pour sauver la planète, ça coûtera très cher. C'est ça, je pense, qui est le problème aujourd'hui. Une dernière question. Levez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir professeur, vous dites que les humains peuvent disparaître de manière probablement violente, on parle de guerre. Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons qui pourraient faire disparaître l'humanité? Je parle notamment de la surpopulation ou d'autres raisons. Oui, ce ne serait peut-être pas disparaître, mais ce serait l'amener dans un état invivable. Par exemple, le fait que nous savons que si nous augmentons la température de plus de 2 degrés, la situation climatique va être invivable. C'est déjà commencé avec les canicules, les tempêtes, tout cela, et nous savons qu'encore ça devient encore possible. C'est déjà ce qui s'est passé aux Philippines, ce qui s'est passé dans les États-Unis. Ce sont des choses très dures à vivre. Et on pense que ça va s'augmenter, que par exemple, les canicules, il y en aura beaucoup plus. Vous n'avez qu'à regarder les rapports du GIEC sur ce que donnerait une augmentation
on pense que la température pourrait augmenter de 3 ou 4 degrés. Il n'avait qu'à regarder ce que prévoient les meilleurs modèles de la situation avec une augmentation de 3 ou 4 degrés, ça devient extrêmement invivable. Si vous voulez avoir un exemple, vous allez voir dans les grandes mégalopoles de l'Inde ou de la Chine, par exemple, où vous avez des villes qui ont 30 millions d'habitants. Un jour, je me suis retrouvé en Chine, dans une ville, moi j'en avais jamais entendu parler. Qui a entendu parler de Chongqing? Chongqing, ville nouvelle en Chine, 30 millions d'habitants. 30 millions d'habitants. Atmosphère irrespirable, avec des maladies qui montent en flèche. Vous voyez, c'est tout, même si ce n'est pas une disparition efficace, c'est une situation qui pourrait devenir invivable, qui amènerait peut-être, non, on ne sait pas, mais en tout cas, qui serait, c'est ça qu'il faut voir. Bien. On va s'arrêter là pour l'échange. On va passer à la deuxième partie de la soirée. On aille se préparer pour la cérémonie. Entre-temps, j'appelle notre professeur Benjamin Steck qui va tenir en haleine les quelques minutes en préparation. Alors, je suis monsieur Interlude, monsieur Intermédiaire, monsieur Intermède. Le président m'a demandé de vous dire quelques mots sur la cérémonie qui va suivre. En espérant que la plupart d'entre vous pourrez rester dans cet amphithéâtre par courtoisie pour notre hôte, le professeur Rives. Oui, je suis devant vous dans une tenue qui n'est pas habituelle. C'est une tenue qui signifie la liberté de l'université, qui signifie la liberté du savoir, qui signifie la liberté de la connaissance, qui signifie aussi l'égalité, qui signifie un enracinement dans l'histoire. Bien sûr, on pourrait dire que tout ceci est tradition, tout ceci est désuet, tout ceci est artificiel, tout ceci est ancien. Nous savons bien à l'université que la connaissance et le savoir ont besoin d'être toujours réaffirmés dans leur autonomie et leur liberté face à tous les pouvoirs, quels qu'ils soient. Et qu'ici, nous sommes un lieu de production du savoir et un lieu de stimulation de la réflexion des citoyens que vous êtes et que nous sommes. Et c'est pourquoi la cérémonie à laquelle vous allez assister tout à l'heure fait partie de ces rites dont la République, dont la démocratie a toujours besoin. Effacer les rites et vous effacer la construction du corps social dans la solidarité qui doit être le moteur de son fonctionnement. La ritualité des costumes que nous revêtons dans ces circonstances très particulières est peut-être anecdotique. Mais derrière cela, c'est une question beaucoup plus profonde qui se pose et qui va dans la poursuite de ce que nous a dit le professeur Rives. Il en va de notre humanité, dans sa capacité de comprendre le monde. Vous direz, il y a quelque chose de clérical dans cette tenue. Je ne dis pas de religieux, je dis bien de quelqu'un. Il y a quelque chose de royal, il y a quelque chose de la justice. Oui, peut-être, si l'on remonte aux racines de ces cérémonies. Mais en fait, c'est reconnaître par une telle cérémonie les qualités éminentes d'un de nos collègues. Alors, docteur honoris causa. Pourquoi honoris causa? Hubert Rives n'est pas de notre université, il est d'origine canadienne, le drapeau le rappelle ici, il vous sera présenté tout à l'heure par son parrain. Vous savez que les universités ont le droit de décerner ce grade de docteur honoris causa après un vote approprié sur des propositions, et quand il s'agit d'éminents chercheurs étrangers, après une étude qui doit être conduite par le ministère des Affaires étrangères. Et dans une limite qui évite les dérives qui consisteraient à attribuer ce titre à trop de monde. 4 par an, pas plus. Ceci a été institué dans le Premier Empire, mais a été corrigé par toute une série de décrets, dont le dernier est relativement récent, 2002, si mes souvenirs sont exacts. Pourquoi honorer un collègue étranger? On peut le lire dans les deux sens.
On honore une personnalité extraordinairement brillante, extraordinairement stimulante, une personnalité dont j'ai pu constater qu'outre ses qualités majeures scientifiques, ce pourquoi il est honoré, ce scientifique déploie aussi des qualités d'humanisme qui sont le propre des très grands esprits. Donc, reconnaître ses vertus et ses mérites, c'est lui faire honneur. Mais on peut dire dans un autre sens. C'est aussi faire honneur, ou plus exactement, parce qu'il a accepté, il nous fait l'honneur d'accepter d'être docteur honoris causa de notre université. Pour nous qui sommes une petite université, disons-le, une université qui ne figurera jamais dans les classements internationaux comme ceux de Shanghai par exemple, et après tout, pourquoi ils prétendent, dès lors que ces classements sont eux-mêmes très contestés et contestables. Mais il est important aussi pour nous de nous faire connaître, de nous faire voir et honorer de très grandes personnalités scientifiques, comme nous allons le faire à l'instant, dans quelques minutes. C'est aussi rendre à la ville du Havre une force de proposition pour l'avenir, être un lieu du débat où de grands savants viennent du monde entier nous parler et nous aider à avancer. Je crois que le professeur est prêt, ainsi que le présidentiel. Je leur cède donc le micro et la place. Bien. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons procéder à la remise de la distinction de docteur honoris causa de l'Université du Havre. Donc le professeur Steck vous a donné des éléments permettant de mesurer et d'appréhender la symbolique de cette cérémonie. Je vous rappellerai simplement que la distinction de docteur honoris causa est décerné par une université à une personnalité ayant marqué ayant posé sa marque dans un domaine particulier. Ce titre honorifique offre d'une certaine manière une visibilité à l'université et encourage la participation du docteur honoris causa dans son rayonnement. Ce titre permet surtout de souligner l'œuvre d'une personnalité ou son implication dans une communauté scientifique. L'usage veut, afin de conserver son prestige à cette distinction, que chaque université ne désigne que très peu de docteurs honoris causa. C'est ainsi que la présente cérémonie à l'Université du Havre est seulement la 4e depuis 2006. Dans le cadre de l'année anniversaire des 30 ans de l'Université du Havre, nous avons décidé d'attribuer cette distinction. Nous l'avons fait au mois de juin dernier dans le cadre d'un colloque sur les systèmes complexes et nous procédons à nouveau ce soir à cette cérémonie de docteur honoris causa. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir et le grand honneur de faire le professeur Rive, docteur honoris causa de notre université. Nous honorons bien évidemment le professeur Rive en lui décernant ce titre, mais en acceptant de recevoir notre diplôme, il nous honore également. Je veux ici le remercier sincèrement, et c'est avec un grand plaisir et une grande fierté que nous l'accueillons parmi nous, puisque ce titre
le fait membre de notre communauté universitaire. Le rituel lié à ce diplôme débute par la présentation et l'éloge de la personnalité honorée. Le professeur Johann Schneider, physicien, professeur au laboratoire Ondes et milieux complexes de l'Université du Havre, qui mène des recherches en physique atomique appliquée au plasma et à l'astronomie, a accepté de nous présenter et de nous faire l'éloge du professeur Rives. J'appelle donc maintenant le professeur Schneider à la tribune. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le professeur Rives, je vous remercie moi aussi pour votre excellent et convaincant exposé. Je suis heureux de m'adresser à vous et à mes collègues pour évoquer quelques aspects de votre parcours et de vos acquis mis à l'honneur aujourd'hui par notre université. Né au Québec, vous avez obtenu votre diplôme de Bachelor of Science au département de physique de l'Université de Montréal en 1953 et le diplôme de Master of Science en physique atomique à l'Université McGill de Montréal en 1955 sous la direction du fameux J.P. Jackson, mondialement connu pour ses cours et recherches en électromagnétisme. Votre doctorat en astrophysique nucléaire, soutenu en 1960, a été effectué à l'Université Cornell de New York sous la direction de Edwin Salpeter, l'une des stars de la mécanique quantique appliquée. L'un de vos premiers articles publiés dans le Physical Review en tant qu'étudiant en thèse en 1959, dédié aux réactions nucléaires dans les étoiles, marquait le début d'une prodigieuse activité de chercheur en astrophysique. Vos recherches ont porté depuis sur de nombreux sujets majeurs dans ce domaine, toujours d'actualité pour la plupart. D'abord, la détermination de l'origine des éléments légers, lithium, beryllium et bore, avec des publications entre 1970 et 1997 dans des revues prestigieuses comme Nature, Astronomy and Astrophysics, The Astrophysical Journal et Reviews of Modern Physics. Vous vous êtes penché en parallèle sur l'abondance du deutérium et de l'hélium dans le système solaire et dans l'univers, en publiant dans Astronomy and Astrophysics entre 1972 et 1981 des articles depuis fortement cités. Il en a été de même pour vos recherches sur la densité de l'univers, dont une partie ont généré des articles de référence dans The Astrophysical Journal à partir de 1978. Vous avez travaillé aussi sur de nombreux autres sujets, comme la fusion thermonucléaire du carbone et de l'oxygène dans les noyaux stellaires, le spectre du neutrino solaire, la transition quark-hadron en cosmologie, l'origine et le développement de l'énergie libre dans l'univers en expansion. Toutes vos recherches débouchant sur environ 100 articles dans des revues spécialisées et 2 livres, Stellar Evolution and Nucleosynthesis en 1968 et Stellar Surfaces en 1972, Nuclear Reactions in Stellar Surfaces. Vous avez réalisé tout ce travail en occupant des postes de chercheurs dans différents établissements en Amérique et en Europe. Entre 1960 et 1964, vous avez été professeur assistant au département de physique de l'Université de Montréal et en même temps chercheur et consultant à l'Institute for Space Studies de la NASA à New York. Depuis 1965, vous êtes directeur de recherche au CNRS et conseiller scientifique au commissariat à l'énergie atomique à Saclay. Vous avez été aussi professeur invité au service de physique nucléaire de l'Université libre de Bruxelles entre 1964 et 1965 et au département d'astronomie de l'Université Berkeley, Californie en 1981. Votre activité de recherche a évolué en parfaite cohérence avec celle d'enseignement. En effet, vous avez enseigné la cosmologie à l'Université Columbia de New York de 1960 à 1964, à l'Université de Montréal depuis 1981, à l'Université Paris 7 depuis 1986 et à l'Université de Toulouse en 1993.
Mais vos enseignements visaient au-delà du milieu académique. Vous avez assuré des formations de remise à niveau des professeurs du secondaire et vous avez initié et assuré des cycles de conférences de vulgarisation sur l'histoire de l'univers au département de l'éducation permanente de l'Université de Montréal depuis 1982 et à la Sorbonne depuis 1993. Votre passion pour la vulgarisation scientifique vous a amené à écrire un nombre impressionnant de livres d'astrophysique grand public. Patience dans l'azur, Poussière d'étoiles, L'heure de s'empirer, Dernières nouvelles du cosmos, ainsi de suite. Certains de vos livres sur ces sujets sont adressés directement aux enfants. Soleil, l'univers expliqué à mes petits-enfants, l'univers expliqué en images. L'univers, ce qu'on ne sait pas encore. Une grande partie de ces ouvrages ont été précédés par d'innombrables conférences de vulgarisation astronomique d'une part et par des films et spectacles scientifiques d'autre part, que vous avez élaborés en collaboration avec de nombreuses équipes de l'Université de Montréal, de l'Office national du film du Canada, du Centre national de la documentation pédagogique de Paris et d'autres. Ces remarquables actes de culture ont eu lieu dans pratiquement chaque pays d'Europe, ainsi qu'en Afrique, au Moyen-Orient, dans l'Extrême-Orient et en Amérique du Sud. D'autres livres sont dédiés à la nature terrestre, à la position de l'homme dans cette nature, y compris aux interrogations sur le divin. Malicorne, compagnon de voyage, Oiseau, merveilleux oiseau, Arbre aimé, le joli petit monde d'Hubert Reeves. Depuis un bon nombre d'années, vous agissez avec conviction et ténacité dans le domaine de l'écologie, étant l'un des porte-drapeaux de ceux qui militent pour préserver la nature des dérapages engendrés par le développement de notre civilisation. Vous êtes membre de l'Institut québécois de la biodiversité et en France, président de la Ligue ROC pour la préservation de la faune sauvage depuis 2001, devenue l'association Humanité et Biodiversité en 2012. Vous avez interpellé les candidats à l'élection présidentielle de 2012 sur la priorité qu'ils accordent à la biodiversité et sur leurs propositions concrètes, en leur soumettant un questionnaire qui, par ailleurs, a reçu des réponses, selon vous, décevantes. Vous avez consacré toute une série d'ouvrages pour partager vos convictions écologistes et votre engagement dans la défense de la nature. Mal de terre, Chronique de ciel et de la vie, L'avenir de la vie sur terre et d'autres. Enfin, votre humanisme va au-delà de la diffusion de connaissances et du militantisme écologique. Dans les livres La plus belle histoire du monde, interrogation multidisciplinaire sur l'origine de la vie, Intime conviction, vous parlez de la passion pour les sciences, Les artisans du 8e jour, où il est question de création humaine et divine, comme un cri de cœur sur la raison de vivre, le livre autobiographique Je n'aurai pas le temps. Et même la petite affaire jaune dédiée aux blagues et à leur interprétation en perspective sociale, historique et anthropologique. Pour toute votre activité, vous avez reçu de nombreuses distinctions. Vous êtes docteur honoris causa de nombreuses universités canadiennes, suisses et belges. Vous êtes commandeur de la Légion d'honneur et chevalier de l'Ordre national du mérite, distinction française, et compagnon de l'Ordre du Canada. Vous êtes membre de l'Académie des lettres de Québec et de la Société royale du Canada. Vous avez reçu de nombreux prix, dont celui de la Fondation de France, de la Société française de physique, et celui de la Société suisse Albert Einstein. Mais la plus haute distinction, au sens propre, est depuis 1999, l'astéroïde 9631-1993 SL6, qui porte le nom d'Hubert Reeves, suite à une décision de l'Union astronomique internationale. Aujourd'hui, le titre de Doctor Honoris Causa de l'Université du Havre se rajoutera dans quelques minutes à cette liste de distinctions. Nous en sommes particulièrement honorés, d'autant plus que des enseignants et des chercheurs de notre établissement exercent une partie de leur mission en lien étroit avec l'astrophysique.
En troisième année de licence de sciences et techniques sont enseignés 2 cours d'astrophysique orientés cosmologie et spectroscopie. L'unité libre astrophysique est l'une des plus suivies par les étudiants du Havre, toutes composantes confondues. Des chercheurs de nos laboratoires étudient les collisions réactives intervenant dans les nuages moléculaires interstellaires et dans l'univers primordial, ainsi que la transition vers la turbulence et le chaos, dont des écoulements circulaires qui caractérisent l'intérieur des étoiles et les disques d'accrétion. Par ailleurs, l'un de nos collègues a obtenu cette année le prix Jeune enseignant-chercheur de la Société française d'astronomie et astrophysique. D'autres collègues biologistes font des recherches en écotoxicologie, animés sans doute par le même souci que le vôtre, de préserver les milieux naturels, en particulier la baie de Seine. Votre activité scientifique, ainsi que vos actions et vos convictions, nous inspirent et nous encouragent à poursuivre nos chemins en recherche et en enseignement. Nous vous remercions encore pour vos efforts scientifiques et citoyens et nous vous souhaitons bon vent pour la suite. Comment réagir à ce moment. C'était impressionnant de revoir tout cela. Je voudrais, parce qu'on me demande souvent la question, comment j'ai été amené à m'intéresser à la science. En fait, c'est une préoccupation d'enfant. Je vivais dans une famille où mes parents avaient une véritable vénération pour la nature. On vivait au Québec, près d'un grand lac, et il y avait un grand lac avec un horizon très dégagé, il y avait des couchers de soleil formidables, il y avait des marécages où j'aimais bien passer du temps en canot. Ce qui m'intéressait surtout, c'était les oiseaux, les grenouilles, tout ce qu'on voit dans un marécage. Et évidemment, quand est venu le temps de faire de choisir une carrière, arriver à l'université, décider dans quel domaine, j'avais le choix entre la biologie et la physique. Naturellement, je serais allé plutôt en biologie parce que c'était ça qui était mon intérêt, mais comme en même temps, j'ai toujours eu une passion pour les mathématiques, j'ai décidé de prendre la physique et en me disant plus tard, je reviendrai faire la biologie. Et je vivais à cette période dans cette idée de l'astrophysique, c'est-à-dire l'idée d'utiliser la physique pour comprendre comment fonctionnent les étoiles. Ça a été ma passion depuis longtemps. Et l'idée d'aller dans les observatoires et de faire des travaux. Et en fait, jamais je n'ai pensé qu'un jour je deviendrais ce qui s'appelle un personnage médiatique. Je me voyais plutôt vivre dans un observatoire. Et il m'est arrivé cet événement, comme ça, j'ai un jour, dans les années 1980, j'ai commencé à écrire le livre qui est devenu Patience dans l'azur, en me disant peut-être ça intéresse les gens. Et donc je me suis dit, il faut maintenant trouver un éditeur. Et j'ai vu plus de 30 maisons d'édition qui m'ont dit que l'astronomie, ça n'intéresse personne. Faites plutôt un abécédaire, A comme Aldébaran, B comme Bételgeuse et tout ça. Et quand j'ai vu que ça finalement, après plusieurs années, je me suis dit, bon, ben, c'est dans une page, je mets dans mon tiroir. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Lévy-Leblond, qui est un physicien de l'Université de Nice et qui avait reçu un mandat de la part des éditions du Seuil pour créer une collection qui s'appelle Sciences ouvertes, c'est-à-dire des livres qui ne sont pas des prises, comme on dit, où vous mettez des connaissances, mais des livres où quelqu'un raconte un peu son rapport avec sa carrière, son rapport de scientifique, comment il avait vécu tout cela. Et ce livre a eu un grand succès. Et à partir de là, évidemment, il s'engage une sorte de dialogue. Si vous avez fait un livre qui est connu, vous êtes demandé à la télévision.
les gens vous écrivent, je recevais énormément de documents, de lettres, de tout ça. J'essayais de répondre autant que possible, mais il y en avait vraiment beaucoup. Et je me suis vu tout d'un coup poussé dans une carrière de vulgarisation scientifique qui me plaisait, mais ce n'était pas du tout ce que j'avais escompté au départ. J'avais escompté faire de la cosmologie, faire des recherches sur le début de l'univers, sur les étoiles, ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et j'ai pris conscience d'un phénomène, c'est que quand vous êtes connu, vos paroles portent plus que si vous n'êtes pas connu. Ça, c'est une réalité qui m'est arrivée comme ça, tout d'un coup, et ça donne une responsabilité. La responsabilité, c'est que vous avez justement le fait que vous êtes plus connu que les autres, donc d'abord vous essayez de ne pas dire de bêtises, mais en même temps vous essayez de donner des messages qui sont importants. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis impliqué dans l'environnement. La première raison, c'est que j'ai des petits-enfants qui ont 4 ans, 6 ans, et je suis très inquiet de voir dans quel monde ils vont vivre. Moi, dans 50 ans, je ne serai plus là, mais eux, avec un peu de chance, ils seront encore là. Et c'était pour moi, dans un sens, cette idée d'une urgence qui augmentait. Dans les années 60-70, on n'était pas très inquiet, on entendait dire, on parlait du fait que le gaz carbonique pouvait avoir un effet sur la planète, de réchauffer la planète, mais on n'y croyait pas trop parce qu'on disait la Terre c'est grand quand même, et c'est pas un petit peu de gaz carbonique qui sort de nos voitures qui peut l'influencer. Oui, mais ce qui importe, c'est le nombre de voitures. Quand on a commencé à faire, maintenant on a 600 ou 700 millions de voitures, ça compte, et maintenant il y a toutes les preuves. Mais ça, c'est venu progressivement. C'est venu progressivement dans les années 80-90. Il y avait à cette période tout ce qu'on appelle les climato-sceptiques qui disaient on n'a pas de preuves. Ils avaient raison, il fallait avoir des preuves. Et progressivement, il y a eu ce groupe qui s'appelle le GIEC qui s'est posé la question de savoir est-ce que la planète se réchauffe? Réponse oui, ça c'est une question technique. Mais la deuxième question, c'est est-ce que c'est dû à l'activité humaine? Parce que ce n'est pas des phénomènes naturels. On le sait que dans le passé, par exemple, au temps des dinosaures, la température était de 10 degrés plus chaude qu'aujourd'hui. Il n'y avait plus de glace nulle part sur la Terre. Donc, est-ce que ce n'était pas un phénomène naturel? Et bien là, ça a pris toutes ces études qui se font avec des modélisations. Le GIEC, c'est 2500 personnes, des spécialistes, qui se réunissent autour de la question quelle est la fraction, l'importance de l'activité humaine sur le réchauffement climatique. Leur dernier rapport est clair, c'est avec une crédibilité de 95%. En science, on n'est jamais dans c'est vrai, c'est faux, mais on dit c'est plus ou moins crédible. La crédibilité de l'idée que c'est l'humanité qui en majeure partie est responsable du réchauffement, maintenant est acceptée à 95%. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, d'autant plus que comme je suis habitué aux méthodes scientifiques et que l'atmosphère de la Terre, moi j'étais habitué à travailler sur l'atmosphère de Jupiter ou de Vénus. Donc la Terre c'est un peu le même problème, c'est pas de l'analogue de physique de l'atmosphère, c'est la même partout. Donc c'est pour ça que j'ai été amené à travailler pour l'environnement et tout ça. Mais le message que je vais laisser, c'est ça. C'est cette importance pour les gens d'entre vous qui êtes connus de vous exprimer la responsabilité de dire des choses qui sont importantes à faire savoir à partir du fait, tout simplement, que si une personne connue dit quelque chose, elle est beaucoup plus écoutée qu'une personne qui n'est pas connue. Voilà, je pense que je vais m'en tenir à ça. Bien, donc le moment solennel est maintenant. Professeur, le diplôme du docteur Maurice Coda de l'Université de Laval. À nouveau, je le répète, vous nous honorez en acceptant ce diplôme. Merci.
l'université, puisque nous travaillons beaucoup avec l'université.